Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Daouda. Vous avez décidé de lancer votre parti le jeudi prochain, votre parti. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de votre projet de société? Alors, je voudrais vous remercier de me rendre cette visite et de m'interroger sur mon avenir politique. Parce qu'il s'agit de cela. Effectivement, le jeudi 28 mai prochain, je vais, en rapport avec d'autres personnes qui partagent mon idéal politique, lancer un parti politique. Ça se fera à l'hôtel des Almadies à 15h. Ce sera l'occasion d'abord de donner le nom du parti, de révéler le nom du parti, de parler un tout petit peu aussi de mon ancrage dans l'opposition et aussi de notre obédience. Donc il s'agit de ces trois éléments-là. Maintenant, notre projet de société, nous le dévoilerons à l'occasion de la campagne électorale parce que de toute façon, à cette occasion-là, nous parlerons de notre projet de société, de notre vision du Sénégal de demain. Et je pense qu'il est quand même un peu trop tôt d'en parler. Quand vous parlez d'ancrage dans l'opposition, certainement vous n'êtes pas satisfait de la politique actuelle qui se mène par l'actuel régime. Voilà, est-ce que vous pouvez... C'est clair, il est clair que mon ancrage dans l'opposition résulte d'abord de l'éthique, parce que je ne peux pas avoir été au PDS dont le candidat a été battu le 25 mars 2012 et me retrouver dans le pouvoir. Ça, c'est impossible. Alors, je suis donc dans l'opposition après avoir quitté le PDS dans les conditions que j'ai largement exposées et sur lesquelles certainement je ne reviendrai pas. Donc, je suis dans l'opposition à côté d'autres partis politiques. Parce que si la vocation d'un parti politique est de conquérir le pouvoir, je ne pense pas qu'un parti qui naît doive se jeter dans les bras du pouvoir. Je ne le ferai jamais. Moi, je combats la transhumance, je bannis la transhumance, donc il est hors de question que je sois proche ou seulement assez loin du pouvoir. Je m'éloigne du pouvoir, je suis dans l'opposition. Justement, à ce titre, comment appréciez-vous la gestion de Macky Sall voilà. Alors, si je devais faire le bilan de Monsieur le Président de la République Macky Sall, je ne parlerai pas comme lui, parce que lui est dans l'autosatisfaction. Je l'ai entendu à Kaffrine dire que son bilan était meilleur que celui de Wade. Je pense qu'un bilan est global. Il faut partir de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est là, de ce qu'il aurait dû faire depuis qu'il est là, de ce qu'il aurait pu faire depuis qu'il est là, mais aussi comparer tout cela au bilan de son prédécesseur. Je ne parle pas du président Diouf parce qu'il se situe déjà assez loin dans le temps, mais du président Abdoulaye Wade. Comme vous le savez, le président Abdoulaye Wade a laissé un bon bilan, aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan même de l'économie. Car, comme vous le savez, en 2000, le budget du Sénégal était autour de 500 milliards de francs CFA. Alors, quand le président Wade quittait le pouvoir, le budget du Sénégal avoisinait les 2000 et quelques milliards de francs CFA. Et sans nouveaux impôts ajoutés ou nouvelles taxes ajoutées. Au contraire, l'impôt sur les sociétés a été baissé de 33% à 25% et un certain nombre d'autres impôts ont été supprimés. La taxe d'égalisation, etc. Donc, le président Macky Sall, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai, il a mis en chantier un certain nombre de politiques. D'abord, il a tenté de réduire les loyers pour satisfaire certainement les économiquement faibles. Il a également mis en place ce qu'ils appellent la couverture maladie universelle. Il a également un projet de bourse familiale. Mais il faut quand même reconnaître que sur le terrain, il n'y a pas de couverture maladie universelle. La preuve, amenez votre enfant à l'hôpital demain, vous verrez que cet enfant-là ne sera pas pris en charge.
il a effectivement reconduit aussi. C'est de 0 à 6 ans, on a dit. Oui, oui, votre enfant de 0 à 6 ans, amenez-le dans n'importe quel hôpital de Dakar et même de l'intérieur du Sénégal, vous verrez qu'il n'y a pas de couverture maladie universelle pour les enfants. Ça, c'est un slogan. Car nous tous, nous sommes des pères de famille. Nous avons, au-delà même de nos propres familles, des parents, des amis, des voisins qui ont parfois des enfants malades, qui se présentent dans les structures sanitaires et qui, hélas, sont obligés de débourser de l'argent pour solder la note. Allez-y aussi dans les structures sanitaires pour voir si le plan Sésame que nous avions laissé est toujours en œuvre. Qu'est-ce que vous pensez du PSE, monsieur le Premier ministre? Oui, le PSE, après le Yonou Yokote, le PSE est venu certainement s'ajouter à notre vocabulaire depuis sa mise en place. Mais en tant que programme, je ne crois pas que le PSE soit un projet de société. Le PSE, c'est un programme. C'est un programme qui a fait la synthèse de tous les programmes qui existaient. Parce que quand le président Macky Sall arrivait, il y avait quand même le document de stratégie de réduction de la pauvreté. On a dépassé le document 1, le document 2. Et puis ensuite, si vous allez sur Internet, vous allez découvrir un programme qui a été réalisé par le ministère des Finances en juin 2011, qui s'appelle Études prospectives Sénégal 2035. Ce document date de juin 2011. Donc, ce n'est pas hasard si le PSE se fixe comme objectif, comme échéance 2035. Donc, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous pensez que le Sénégal sera émergent en 2030, cette échéance? Est-ce que, vous savez, moi, par exemple, le terme émergence est remis en cause par beaucoup d'économistes? Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ces intellectuels ou de ces hommes politiques qui passent le temps à galvauder des expressions et des termes. Ce dont il est question, c'est de travailler au développement du Sénégal. Ce dont il s'agit, c'est de travailler à éradiquer la pauvreté qui envahit une couche extrêmement importante de la population. Comme vous le savez, moi je suis d'obédience libérale, inspiré par Maître Abdoulaye Wade. Je reprends donc sa définition de la pauvreté. Pour moi, la pauvreté, ce n'est pas du tout comme le définit la Banque mondiale ou le FMI. Les pays pauvres sont les pays où le revenu par tête d'habitant est inférieur à $500, n'est-ce pas, le revenu per capita. Pour moi, la pauvreté, c'est le fait pour les populations de manquer d'eau, d'électricité, d'habitat sain, de vêtements sains, d'hôpitaux, d'écoles, etc. Donc, tant que dans les lieux les plus reculés du Sénégal, on n'aura pas d'hôpitaux ou de dispensaires, de postes de santé, avec un personnel qualifié, d'écoles, dans tous les coins du Sénégal. Quand je parle d'école, je parle de tous les ordres d'enseignement, depuis la maternelle, peut-être jusqu'au niveau supérieur, dans le coin le plus proche, dans les zones les plus reculées du Sénégal. Donc, vous faites le tour du Sénégal, vous vous rendrez compte qu'on est loin de ces objectifs-là. Ça veut dire que nous sommes un pays pauvre. Donc, parler d'émergence, c'est déjà un peu trop prématuré. Il faut d'abord lutter contre la pauvreté, faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a, personne ne connaît d'ailleurs le taux de chômage au Sénégal. En France, on va vous dire c'est 3%, c'est 5%, mais au Sénégal... On parle de 35%. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ce chiffre-là. Car le chômage touche à la fois les diplômés, mais aussi les jeunes qui sont inoccupés dans les régions, qui sont mal occupés. Parce que quand quelqu'un est occupé juste 3 mois sur 12, il faut quand même reconnaître que cette personne-là est au chômage. Parce qu'il n'est occupé que pendant 3 mois, pendant la période de l'hivernage. Au-delà des 3 mois, il reste dans le village, il n'a rien à faire, sinon il vient à Dakar vendre des cacahuètes ou conduire des charrettes. Je pense donc que, plutôt que de parler d'émergence, il faut plutôt, à mon avis, chercher des emplois pour les jeunes, travailler à obtenir que l'investissement privé soit massif au Sénégal, et puis ensuite, l'investissement déclenchant la croissance, ceux qui n'avaient pas d'emploi pourraient en trouver, et puis ensuite la consommation
aller booster notre économie. Je pense que ces éléments-là ne sont pas encore réunis pour que nous nous permettions d'envisager même l'émergence sous le président Macky Sall. Voilà, Monsieur le Premier ministre, vous avez envisagé de vous présenter à la présidentielle prochaine. Quelles sont vos chances pour accéder au pouvoir? Je le demande d'autant plus que vous avez eu à perdre les élections locales à Kaolack. Oui, quelles sont mes chances? Mes chances sont réelles parce que de toute façon, j'ai perdu des élections parce que je ne les ai pas gagnées. J'étais sur la liste départementale du PDS que j'ai conduite moi-même en tant que tête de liste majoritaire. Je n'ai pas gagné, mais j'ai quand même, pour quelqu'un qui arrive dans un département, même si c'est le mien, que je ne connaissais pas physiquement le département parce que je ne l'avais pas parcouru comme je l'ai fait à l'occasion de ces élections départementales. Mais il faut bien faire la différence entre une élection nationale et une élection locale. Les élections départementales étaient des élections locales où j'ai glané un certain nombre de voix juste après la coalition au pouvoir et bien loin devant les autres coalitions. Ça signifie ce que ça signifie. De toutes les façons, je vais à ces élections-là, à cette élection présidentielle avec d'autres personnes qui seront dans mon parti politique, qui apporteront des voix parce qu'ils sont... Ils habitent dans la plupart des villes du Sénégal et je pense que je jouerai grandement mes chances. Ok, donc récemment, l'opposition, 7 partis leaders de l'opposition sont réunis chez Decroix, notamment Ablaye Baldé, Idrissa Seck, Pape Diop, etc. Faut-il avoir peur de cette coalition? Qu'est-ce que vous... Bon, la première remarque que je vais faire, c'est que moi, je ne chercherai pas à exister à travers les coalitions. Je chercherai à exister moi-même. Avant de faire partie d'une coalition, je chercherai d'abord à m'implanter au Sénégal. Peut-être que les leaders que vous venez de citer existent déjà à l'intérieur du Sénégal. Donc, ma préoccupation, c'est beaucoup moins de faire partie d'une coalition que de me lancer dans une tournée nationale pour essayer de massifier mon parti. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Mais pour des raisons stratégiques, est-ce qu'il n'est pas bien d'être dans une structure organisée comme... Par exemple, celle... Oui. Vous savez, les Wolofs disent toujours que Mbolo de Indidole. C'est la vérité. Il vaut mieux se mettre dans un groupe, dans une coalition, plutôt que d'aller seul. Mais je pense qu'un parti naissant a plus besoin de parcourir le pays, d'être installé partout dans le pays, plutôt que de se mettre tout de suite dans une coalition. Donc, vraiment, je salue l'état d'esprit qui a présidé à la mise en place de cette coalition. Je salue les responsables qui sont dans cette coalition-là. Mais moi, j'ai pour objectif d'être présent dans toutes les localités du Sénégal, de massifier le parti qui va naître et puis ensuite d'envisager, évidemment, de me lier, de coaliser avec les leaders politiques avec lesquels je partage la même vision du Sénégal de demain. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... Est-ce que si Idrissa Seck faisait appel à vous, est-ce que vous seriez prêt à... Ah oui, bien sûr. Idrissa Seck, c'est un frère. Nous avons partagé une partie de notre carrière politique au PDS, tout comme Pape Diop, Baldé, mon Diop Decroix aussi, c'est un ami. Oui, je sais, on n'était pas de meilleurs amis à un moment donné, mais par la suite on s'est retrouvés, parce que ça c'est normal hein, dans la vie d'individus qui vivent en société. Et nous ne nous connaissions pas, nous n'habitons pas la même ville. Moi je suis Kaolackois, lui il est de Thiès, il est expert comptable, moi je suis avocat, donc nous n'avons jamais partagé les mêmes choses. Hein. Mais je pense que après tout cela, après la tempête, il y a eu quand même une paix entre nous. Ce qui est tout à fait normal. C'est mon frère, je l'apprécie beaucoup. Et je pense aussi qu'il m'apprécie. Et je crois que si demain nos chemins doivent converger, Inch'Allah, ils convergeront. Voilà, dans une interview accordée à un journal de la presse, vous aviez, par rapport un peu à la guerre de succession au sein du PDS, vous aviez exprimé votre préférence hein, pour Modou Diagne Fada. Vous estimez que le PDS doit revenir. La question que je voulais savoir, c'est quelle est la pertinence de diriger un parti dont vous n'êtes pas le candidat à la présidentielle? Un parti? Non, moi je n'ai jamais demandé à diriger quoi que ce soit. Non, pas vous, non, Fada. Oui, Modou Diagne Fada. Oui, donc voilà. Oui, bon, je ne sais pas. Comme vous le savez, le PDS avait fait son choix sur
un de ses responsables. Et je pense que déjà avant que ce choix ne fût opéré, certains responsables avaient même dit que le parti pouvait choisir quelqu'un pour être candidat à l'élection présidentielle, mais désigner quelqu'un d'autre au poste de secrétaire général national. Et en tant qu'ancien de ce parti-là, en tant que connaissant tous les responsables de ce parti, y compris leur représentativité, leurs valeurs individuelles, leurs valeurs intrinsèques, mais aussi les connaissant tous, j'ai pensé quand même que de tous, Modou Diagne Fada avait le meilleur profil. Voilà, donc il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais il peut aspirer à diriger un parti, le PDS notamment, qui est son parti de tous les jours. Justement, quelle est la pertinence de diriger un parti dont vous n'êtes pas le candidat? Oui, mais comme vous le savez, il n'y a pas de lien possible entre être le candidat du parti et en être le secrétaire général. Je pense que si lui pense ne pas être prêt pour être candidat à une élection présidentielle maintenant, mais il peut parfaitement dire « je ne suis pas candidat, telle personne peut être notre candidat, mais je suis intéressé à diriger le parti ». Donc il n'y a rien qui s'oppose à cela, à cette volonté. Okay. Est-ce que vous pensez que Wade serait prêt à lui donner le... Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis pas dans la tête du président Wade pour savoir ce qu'il est prêt à faire ou ce qu'il n'est pas prêt à faire. Ok, donc quand même par ailleurs, Wade, vous avez titillé récemment en estimant que vous ne représentez rien, etc. bien que vous vous réservez de l'égratigner. Hein, voilà. Par rapport à vos représentants. Vous savez, par rapport à ma représentativité, je n'y reviens pas, car je suis au PDS depuis 1978. En 1996 déjà, j'étais conseiller municipal. On était dans l'opposition. En 2002, mon mandat a été renouvelé. Il a été renouvelé à nouveau en 2009, au moment où la plupart des responsables avaient perdu. Donc, je pense que je représente bien quelque chose au Sénégal. Voilà, donc nous allons avancer, monsieur le Premier ministre. Par rapport au débat sur l'envoi des soldats sénégalais en Arabie Saoudite, on ne vous a pas trop entendu? Ah si, on m'a entendu, j'ai exprimé ma position. J'ai dit que moi, Souleymane Ndéné Ndiaye, considérant que l'Arabie Saoudite est un ami du Sénégal, considérant tout ce que l'Arabie Saoudite a fait pour nous, si l'Arabie Saoudite, reconnaissant la valeur de nos militaires, fait appel au Sénégal, le Sénégal doit répondre positivement. Maintenant, un débat de cette nature-là ne peut pas être clos de la façon dont le président voudrait que ce débat-là soit traité, car la question est d'une importance telle que, à mon avis, il aurait dû non pas attendre avant de prendre sa décision, voir ce que les uns et les autres pensent, mais au moins consulter l'opposition. Le dialogue politique est important dans un pays. Malheureusement, comme il n'y a pas de dialogue politique, il ne pouvait pas, justement, à cette occasion-là seulement, demander à l'opposition son point de vue. Il a pris sa décision en toute souveraineté. C'est son droit, c'est le président de la République, chef supérieur des armées, mais je pense qu'il aurait pu quand même consulter l'opposition, ne serait-ce que l'opposition, non pas parlementaire, mais l'opposition légale. Est-ce que le Sénégal ne risque pas de s'attirer les foudres des terroristes? On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. On ne peut pas souhaiter du malheur au Sénégal ni aux Sénégalais. Nous devons prier pour que ces militaires-là partent sains et saufs et nous reviennent sains et saufs. Et le Sénégal aussi soit préservé des malheurs du terrorisme. Voilà. Voilà. Donc une autre question, c'est par rapport un peu au procès de Karim Wade. Récemment, la presse a révélé que les avocats français de Karim Wade touchaient des honoraires à hauteur de 1 000 € l'heure. Donc vous qui avez eu à défendre Karim Wade, trouvez-vous ce montant élevé? Bon, alors je ne ferai pas de commentaires sur ces honoraires-là. Ce que je dirais plutôt, c'est que moi, j'ai défendu Karim Wade par devoir. Je ne toucherai jamais d'honoraires parce que j'aurais défendu Karim Wade, parce que j'aurais été dans la salle d'audience de tel jour à tel autre jour. Donc vraiment, je ne peux pas me rentrer dans ces détails-là. Parce que vous savez, il y a toujours une convention d'honoraires entre un avocat et... pas toujours, mais quand les parties en conviennent, elles signent toujours une convention d'honoraires. Et donc, il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite, hein, parce que quand même, le temps fou que les avocats passent d'abord chez eux à éplucher le dossier, à faire des recherches de jurisprudence par-ci, de doctrine par-là, je pense que l'avocat n'est jamais suffisamment payé. Voilà.
peut-être l'avant-dernière question, c'est par rapport un peu au front social qui est en ébullition ces temps-ci. Les enseignants menacent de reprendre la grève. Comment appréciez-vous un peu la gestion de la crise scolaire? Alors, là, vous me demandez de donner mon opinion sur ces crises récurrentes qui secouent l'espace scolaire et universitaire. Je pense que, comme tous les Sénégalais, je regrette vraiment que ce secteur-là ne soit pas très stable. À qui incombe la responsabilité? Je pense que la responsabilité d'enclencher les négociations incombe entièrement au gouvernement. Quand il y a une crise, c'est au gouvernement à créer les conditions d'un contact avec le corps en grève et de voir avec ce corps-là, d'abord d'étudier leur plateforme, parce qu'une organisation syndicale part toujours en grève avec une plateforme. Il faut donc regarder la plateforme. Les plateformes ont toujours une incidence financière. Et comme vous le savez, le budget de l'État est voté pour une année, à partir du mois de... avant le début de l'année, donc souvent avant le mois de décembre ou au mois de décembre. Donc, si des crises surviennent et qui appellent de la part du gouvernement un effort pécuniaire, je ne crois pas que le gouvernement puisse toujours répondre par l'affirmative, n'est-ce pas, par rapport aux revendications des enseignants. Mais le gouvernement a toujours l'obligation de se mettre autour d'une table avec les organisations syndicales et de voir dans les plateformes qui sont déposées les points de revendication qui sont susceptibles de recevoir une réponse aujourd'hui, une réponse demain, une réponse après-demain, ou les points de revendication qui ne peuvent pas appeler une réponse positive de la part du gouvernement. Parce que le gouvernement aussi a des limites, et le gouvernement a des contraintes. Les besoins sont illimités, mais les moyens sont limités. Le gouvernement du Sénégal, tout le monde le sait, n'a pas beaucoup de ressources, n'a pas beaucoup de moyens. Donc, le gouvernement ne peut pas satisfaire toutes les revendications. Mais le gouvernement doit toujours se mettre autour d'une table avec les syndicats et voir avec eux qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que, à cette période de l'année, je pense que nous avons des syndicalistes suffisamment responsables pour comprendre que l'année scolaire doit être sauvée, quitte à différer le combat. Parce que quand dans une lutte, on se trouve à ce niveau-là, je pense qu'il y a lieu de différer le combat, de le différer. Et les partenaires sociaux ont un rôle à jouer de ce point de vue-là. Et je connais la plupart des responsables syndicaux aujourd'hui qui sont dans le milieu scolaire, universitaire ou dans le milieu de la santé. Et ils sont tous très sérieux, très patriotes, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils avaient décidé, après avoir rencontré le Premier ministre Mohamed Dionne, de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Donc ils ont suspendu le mot d'ordre de grève en attendant maintenant de voir qu'est-ce que le gouvernement va leur offrir. Mais en tout cas, l'appel moi que je leur lance, c'est de continuer dans cette voie de la sagesse et de différer le combat et d'inviter le gouvernement aussi à négocier sérieusement avec les syndicats et de leur dire de façon objective et honnête ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Parce que la négociation aussi c'est cela. Une négociation n'aboutit pas toujours à un accord. Une négociation peut aboutir à un désaccord et que les parties comprennent que le désaccord résulte justement de la modicité des moyens ou de l'impossibilité de la satisfaire. Et je crois que tout le monde le comprendra comme ça. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, chers internautes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.